Si on est bon, Bonjour à tous. Alors, bienvenue. On ne va pas tarder à commencer. De présentation de l'AMI et le professeur. Parfait. Non, là c'est organismes. Alors, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire de présentation de l'appel à manifestation d'intérêt innovation dans la forme scolaire. Alors, je vois qu'on est assez nombreux. Je vous demanderai au moment où vous vous connectez de ne pas oublier de bien couper vos micros afin qu'on enlève tout bruit parasite au cours du webinaire. Alors, je m'appelle Alexandra Smagna, je travaille à la Banque des Territoires, qui est opérateur de cet appel à manifestation d'intérêt. Vous assistez actuellement à un webinaire qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie et qui est enregistré, comme vous avez pu le voir, afin qu'on puisse le partager par la suite avec vous. Alors, je vais passer très rapidement la parole à Monsieur Vandard du secrétariat général pour l'investissement et à Madame Paciana Rossi du ministère de l'Éducation nationale. Mais avant ça, concernant les objectifs de ce webinaire, on va passer par une présentation assez rapide de l'appel à manifestation d'intérêt. Puis le but, c'est véritablement de répondre à vos questions. N'oubliez pas, dans la phase de questions-réponses, de bien vous présenter. Donc, vous pourrez évidemment activer votre micro à ce moment-là. Dites votre nom, votre organisation. Nous, ça nous permet de tracer les questions qui seront posées. Voilà, et sans transition, je vais passer la parole à Monsieur Vandard du secrétariat général pour l'investissement, si ça vous va. Merci beaucoup, Alexandra. Est-ce qu'on peut vérifier que Cécile Paciana-Rossi nous a rejoint? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je ne voulais pas interrompre. Excusez-moi du léger retard. Oui, Cécile, oui. Par courtoisie et puis par un grand respect pour la Direction générale d'enseignement scolaire, est-ce que tu veux démarrer? Ah, mais écoute, volontiers. Alors, est-ce que c'est la toute première slide et celle-ci? J'étais un tout petit peu dans l'urgence du départ. Alors, peut-être moi, je ne suis pas là pour présenter, donc en fait, l'idée, c'était d'avoir un mot préliminaire. Après, peut-être de représenter les slides, si tu veux bien. Donc, tu commences par dire quelque chose. Après, tu pourras présenter, hein. Mais oui, bonjour. Bon, je vais quand même, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Cécile Paciana-Rossi, chef du bureau d'innovation pédagogique, et pour le ministère, on va dire le point d'entrée sur le suivi de cette AMI innovation dans la forme scolaire. Quelques mots rapides de présentation pour introduire ce temps de questions-réponses sur les objectifs de cette AMI, en complément de ce qui s'affiche à l'écran. Donc, l'objectif de faire évoluer la forme scolaire, quelques rapides mots sur une définition de la forme scolaire, hein, que l'on entend comme étant l'organisation, la structuration, l'ensemble des règles qui structurent les enseignements dans les établissements scolaires, et qui a été théorisé par Guy Vincent dans les années 80, je crois. On pourrait parler ici de la forme scolaire comme les environnements d'apprentissage et les échanges et les relations entre les membres de la communauté éducative qui prennent place et se développent dans ces environnements d'apprentissage. Un mot sur la raison pour laquelle finalement cette forme scolaire est questionnée aujourd'hui par l'institution et à travers cet appel à manifestation d'intérêt. Simplement peut-être une question d'adéquation ou d'un souci d'adéquation entre une école qui évolue, qui a des besoins en évolution, des élèves également, vous ne l'aurez sans doute pas manqué de le remarquer, qui ont également des besoins aujourd'hui peut-être différents, ou en tout cas qui les expriment différemment. Et si parmi vous se trouvent des gens qui enseignent ou ont enseigné, peut-être aussi cette conscience que le contrat scolaire prof-élève a fortement évolué. Et de ce fait, il est nécessaire d'adapter cet appel, la proposition, l'environnement de l'école pour qu'elle permette de répondre finalement aux besoins que nous avons aujourd'hui, de prendre en considération tous les besoins des élèves. L'objectif, évidemment, c'est
de permettre à chaque élève d'avoir un parcours scolaire réussi, de réussir son intégration dans la société. Et donc, on est dans une visée des valeurs de réduction d'inégalité scolaire in fine à travers cette action de l'appel à manifestation d'intérêt. Ça, c'est pour les objectifs très, très généraux et qui justifient finalement cette enveloppe forte, hein, enfin même d'ampleur de 250 millions d'euros que vous voyez à l'écran, avec un choix d'aller vers un encouragement à des propositions d'ampleur, avec un ticket d'entrée à 2 millions d'euros cofinancé également à 2 millions. Donc, ça nous fait quand même des projets importants pour faire évoluer de manière durable, pérenne et en lien avec les besoins contextualisés d'un territoire la forme scolaire. Donc, ce serait, voilà, pour peut-être encore, si j'ai quelques minutes. Mon micro a été désactivé. Il y a une opération de censure sur mon micro. Donc c'est bon, c'est revenu. Toujours sur ce qui s'affiche à l'écran, donc l'ancrage territorial qui répond, et c'est important à vraiment être une réponse. Enfin, l'objectif, c'est ça, c'est d'apporter une réponse concrète, contextualisée et spécifique à des besoins qui auront été identifiés. Donc ces projets, ils doivent mettre en relation les acteurs d'un territoire, s'appuyer sur des consortiums et c'est aller vers la construction d'écosystèmes collaboratifs davantage que ça ne l'est aujourd'hui. Et l'expérimentation permise par cette AMI est l'opportunité pour aller créer des relations qui peut-être ou des liens entre les acteurs locaux qui n'auraient pas encore été explorés ou pensés. Avec un objectif aussi donc d'inscription dans la durée, 5 ans, pour en mesurer les effets, et évidemment un souci de pouvoir poursuivre et implémenter de manière pérenne ces projets au-delà. Et c'est aussi à ça qu'il faut penser lorsque les projets sont conçus. Et aussi un objectif de, voilà, on a parlé d'écosystème collaboratif, et là-dedans, il y a aussi la volonté, en mettant en relation des partenaires qui peut-être n'auraient pas encore travaillé ensemble ou en consolidant des liens qui sont peut-être en train d'émerger, de créer des communautés. Voilà, je crois que pour cette slide-là, nous pouvons en rester là si cela vous paraît suffisant. Et donc les axes stratégiques que vous voyez s'affichent à l'écran, donc je ne vais pas les commenter un par un, mais peut-être rappeler qu'on a donc un axe espace et temps d'apprentissage. Un axe sur la coopération entre les acteurs de la communauté éducative au sens large, profs-élèves bien sûr, parents, école, nécessité de redynamiser vraiment le lien entre les parents et l'école parce que on a besoin de cette coopération et de cet axe de coéducation fort. Et un axe autour de l'accompagnement du parcours de l'élève. Peut-être qu'en pensant des espaces, des relations différentes, on peut sécuriser des transitions de cycles et de degrés pour l'élève et faire en sorte que ces passages, enfin ce parcours se déroule de manière la plus fluide possible. Peut-être reprendre. Alors, là, sur cette slide, je ne sais pas que le temps qu'il me reste, Alexandra, peut-être, est-ce qu'il y a encore quelques minutes pour approfondir ou vous souhaitez que je passe? Non, si vous souhaitez approfondir, Cécile, quelques minutes, n'hésitez pas. Enfin, moi, je dois partir à 9h15. Je voulais juste dire 2 mots, Cécile, en introduction. Est-ce que je peux prendre, et après, je te rends la main? Absolument. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Je t'en prie. Oui, non, je ne voulais surtout pas couper ce développement qui est hyper important. Simplement dire 3 choses aux personnes présentes, aux 30 personnes présentes. D'abord, que les programmes d'investissement d'avenir qui deviennent France 2030, qui est dans le cadre de la visée présidentielle de pouvoir mieux préparer la France de demain sur tous les enjeux de résilience, de souveraineté et de transformation sur 10 priorités. Cet appel à mission d'intérêt fait partie d'un programme donc, présidentiel, ça veut dire qu'il est suivi au plus haut niveau. Encore hier après-midi, j'étais avec la conseillère élyséenne Anne qui demandait que les résultats de la première levée, parce que vous le savez qu'il y a une première levée, le jury a travaillé. Alors les lauréats ne sont pas connus, ils seront communiqués par le ministre de l'Éducation nationale fin juin. Et entre parenthèses, deuxième point, le ministre de l'Éducation nationale nouveau, arrivant, s'est emparé de cet appel à projet comme un moyen, on va dire, d'engager
ce que on peut appeler l'école du futur, c'est-à-dire comment l'école de demain, l'école d'aujourd'hui peut s'adapter aux transformations profondes qu'on connaît, hein, la révolution numérique, les questions d'environnement durable, les élèves qui changent, des technologies qui arrivent et qui doivent finalement être intégrées au quotidien de la classe, etc. etc. Donc, on est vraiment là sur un appel à projet, c'est mon troisième point, qui est un appel à projet, qui est une occasion inédite. C'est-à-dire qu'on n'a jamais mis autant de moyens sur des questions d'innovation à grande échelle et en lien avec tous les objectifs que Cécile vient de citer. On n'a jamais mis autant d'argent, 250 millions, c'est pas que 250 millions, c'est 500 millions parce qu'on est à 50% de prise en charge financement, donc c'est un effort de guerre en 5 ans qui est colossal. C'est pour ça que pour tous ceux qui sont présents, hein, les 31 personnes, mais aussi tous ceux qu'on avait croisés dans d'autres webinaires avant, faut pas hésiter à y aller parce que ça n'arrivera pas tous les jours, que l'État, en lien avec le ministère qui a accepté d'aller au plus loin des équilibres pour aller chercher l'innovation. 2022, ouais. Tu me disais, t'inquiète, je fais les rêves 2022. Attention, il y a un micro ouvert qui parasite le webinaire. Voilà. Et donc, voilà, on ne peut que se féliciter de cette mobilisation. Je remercie infiniment le ministère de l'Éducation nationale et puis le Bureau d'innovation qui fait un travail remarquable d'accompagnement de ce projet. Et puis, je remercie également infiniment l'opérateur, hein, la Banque des Territoires, qui est finalement dans une dimension d'accompagnement, de préparation de l'ensemble de ces grandes étapes que sont la communication, le recueil des dossiers, la mobilisation des jurys. Comme l'a dit Cécile, il y aura un accompagnement spécifique et particulier des lauréats tout au long de ce projet, parce que ce qu'on veut, c'est évidemment observer, voir ce qui va sortir de ces projets pour voir quels sont ceux qui seront duplicables, scalables et qui permettront de pouvoir participer à l'amélioration du système éducatif qui en a bien besoin. Voilà, je remercie l'ensemble des participants et je vous dis à très bientôt. Merci Olivier. Oui, alors peut-être juste un petit mot conclusif sur, enfin conclusif, je sais pas, mais un tout petit mot peut-être sur la planche qui s'affiche. Pardon, je cherche le mot français pour dire que ça peut, les candidatures peuvent se structuré autour d'un axe ou plusieurs. Et on voit bien, évidemment, l'imbrication forte entre les différentes thématiques. Évidemment, agir sur le temps scolaire, agir sur les espaces, repenser une modularité ou l'hybridation d'un espace ou la vocation d'un lieu comme étant plus ouvert peut-être sur l'extérieur, ça peut évidemment venir permettre de développer des nouvelles formes de collaboration entre enseignants. Donc, il est possible de faire une proposition sur un axe ou sur tous ou sur plusieurs. Et l'intérêt étant de montrer voilà, la systémie de la candidature. Voilà, j'en resterai là pour cette slide. Merci Alexandra. Cécile, est-ce que vous souhaitez la présenter, celle-ci aussi ? Pardon, j'avais refermé le micro. Peut-être, alors peut-être on peut le faire à deux voix, je vais peut-être donner quelques éléments et puis vous viendrez compléter parce que là on est vraiment sur un terrain vraiment très partagé pour le coup, puisque vous avez été fortement à la manœuvre aussi pour mettre en œuvre et organiser de manière très efficace la première levée des candidatures. Sur les critères, hein, donc évidemment, une sélection qui est assez exigeante, hein, en lien avec l'ambition qui est attendue d'une proposition vraiment qui s'articule avec le terrain. J'insiste là-dessus parce qu'on a évidemment vu des propositions tout à fait intéressantes, mais qui peut-être ne développent ou ne mettent pas suffisamment en exergue cette dimension aussi territoriale. Il ne s'agit pas seulement de proposer quelque chose qui viendrait outiller une académie, quel que soit son contexte. Bien sûr, ça peut être intéressant, mais
ce qui est aussi important, c'est de montrer comment ça répond à des problématiques locales. Donc, la pertinence de la proposition, bien sûr, au regard de l'AMI, et j'attire votre attention là, sur ce point, sur le périmètre de la forme scolaire. J'ai pris quelques instants pour redire ce qu'était la forme scolaire. On est bien dans des environnements d'apprentissage et dans une codification des règles de mise en œuvre des enseignements. On n'est pas sur le bâti scolaire et on n'est pas sur la pratique pédagogique en tant que telle. On est sur ce qui va l'impacter de manière collatérale, on pourrait dire, ou ce qui va permettre qu'elle évolue. Bien sûr, toute la finalité de faire évoluer et de transformer des pratiques, mais on n'est pas sur la pratique de classe disciplinaire directement. À garder en tête, de sorte que que le périmètre soit clairement défini dans la candidature, qui est un critère de sélection important. Et puis, peut-être je vais vous laisser la parole peut-être sur les autres éléments, parce que je pense que j'en ai dit suffisamment là sur la sélection d'ambition, et puis peut-être vous sur l'éligibilité, je pense aussi. Oui, absolument. Alors, juste pour terminer sur la partie excellence, nous, on insiste vraiment sur ces 3 points, la nature de l'impact territorial, on y reviendra tout à l'heure, la qualité de la gouvernance qui est essentielle. Il est important que les projets expliquent clairement les modalités de gestion qui vont être prévues, notamment dans les accords de consortium. Le but, c'est vraiment qu'on ait une gouvernance qui permette d'assurer la pérennité du projet. Et concernant le financement du projet et la qualité du montage, c'est important que ce soit assez explicite dans les projets que vous allez rendre, que vous expliquez la solidité un peu financière du plan de financement et aussi les effets de levier sur les cofinancements privés et territoriaux que vous attendez. Alors, concernant l'éligibilité, en effet, comme vous le savez, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà lu le cahier des charges. Il y a un certain nombre de critères à respecter pour pouvoir être éligible sur cet appel à manifestation d'intérêt. Alors, nous, la Banque des Territoires, comme on disait tout à l'heure, on est opérateur pour le compte de l'État. Et dans ce cadre-là, au-delà de l'accompagnement et du déploiement de cet appel à manifestation d'intérêt, on va être amené à étudier l'éligibilité des projets. Et c'est pour ça qu'en amont de la sélection, qui sera faite par un jury indépendant, on vous aide à affiner vos projets afin qu'ils rentrent bien dans le cadre du cahier des charges. Alors, il y a 4 critères qui sont vraiment essentiels. Un premier qui est sur les types de porteurs attendus. On a une véritable exigence concernant le fait d'avoir un esprit partenarial dans le partage de projets qui devra être porté par un consortium qui associe au moins 2 personnes morales avec une entité porteuse qui doit respecter un certain nombre de critères comme vous pouvez le voir. On a un deuxième critère qui porte sur les thématiques que Cécile vient de présenter. Il est obligatoire de répondre à au moins l'une des thématiques que vous avez vues tout à l'heure. Et ensuite, on va avoir 2 critères qui portent plutôt sur le cadre financier et temporel. Le montant de la subvention minimum est de 2 millions d'euros. Comme on le disait tout à l'heure, on attend véritablement des projets transformants et c'est pour ça qu'on s'attend à ce qu'ils soient d'une forte ampleur. Des cofinancements seront aussi attendus. Et les projets doivent être engagés pour au moins 5 ans. Alors tout ça est évidemment indiqué dans le cahier des charges, mais on insiste dessus si vous voulez afin que votre projet soit vraiment éligible à cette AMI. Alors, on voulait aussi expliciter quelque chose qui est bien marqué dans le cahier des charges. On vous propose ici un focus sur l'écosystème et l'ancrage territorial qui est plutôt attendu à long terme concernant le portage du projet. Il y a évidemment une première couche concernant le porteur qui, comme je disais tout à l'heure, doit respecter un certain nombre de critères. Mais on a aussi de très fortes attentes concernant le consortium. Le but, c'est de créer des synergies entre les acteurs d'un même territoire. Et le but, c'est que vous ayez un consortium avec un certain nombre d'acteurs qui peuvent être mobilisés, des collectivités territoriales, des laboratoires de recherche et bien évidemment des établissements scolaires. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne vais pas rentrer dans la liste exhaustive du consortium, mais on insiste là-dessus. Le but, c'est vraiment d'ancrer le projet territorialement et de s'inscrire dans un écosystème avec un certain nombre d'acteurs. Alors, concernant le dossier de candidature, je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà allés évidemment sur la plateforme achat public. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 documents qu'on attend dans le cadre de la réponse. Premièrement, un dossier de candidature
sous format Word qui doit faire 30 pages. Le but est que vous présentiez évidemment le projet et que vous rentriez dans le descriptif. Ensuite, il y a une fiche d'identité à remplir afin de présenter le projet et bien évidemment un document budgétaire dans lequel vous allez nous donner le budget global et le financement du projet. Concernant les dates de remise, donc il y a une première levée des candidatures qui est terminée, qui s'est opérée le 1er avril. Et concernant la deuxième vague de levée, ça sera le 14 octobre, c'est un vendredi à 17 h. Au-delà de la prochaine vague qui est planifiée pour octobre, des vagues de sélection pourraient être organisées par la suite, évidemment sous réserve de disponibilité budgétaire. On publiera les prochaines dates dans la FAQ si besoin. Alors, pour aller plus loin, vous avez un certain nombre de ressources qui sont mises à votre disposition. Premièrement, je vous invite très vivement, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller regarder un peu la FAQ qui est disponible sur la plateforme Achat Public. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées par des candidats, donc vous pouvez aller voir si jamais vous avez une question, si jamais on n'y a pas déjà répondu. On a déjà organisé des webinaires dans le cadre de la première vague, deux webinaires en février et mars qui ressemblaient un petit peu à celui-ci, où on répondait à des questions qui étaient posées par de potentiels candidats, et un autre webinaire qui avait été organisé en avril sur des initiatives inspirantes qu'on avait co-animé avec le LPI. Ensuite, quelque chose qui peut beaucoup vous intéresser, ce sera le rapport du jury qui sera publié sur la plateforme Achat Public normalement d'ici l'été. Donc, le jury est un comité en fait, d'experts indépendants qui, à la suite de la première vague, ont évidemment sélectionné un certain nombre de dossiers. Le rapport de jury vous donnera aussi des indications sur ce qu'on attend pour la vague 2. Alors, on va passer à la partie questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, je vous encourage à venir lever la main directement vous pouvez lever la main sur Teams. Nous, on prendra les questions au fur et à mesure et on y répondra avec ma collègue Juliette D'Angelo, qui est avec moi à la Banque des Territoires. N'oubliez pas de bien activer votre micro, de dire votre nom et l'organisation à laquelle vous appartenez afin que nous, on puisse tracer les échanges. Alors, est-ce que on a des premières questions? Non, il y a des mains levées. Super. En effet, Madame Lemont. Bonjour, alors c'est Monsieur Leman. Alors j'avais deux questions. Déjà, merci pour la présentation, c'était très clair pour qui complète le cahier des charges. La première question que j'avais, c'était, donc nous, on est d'une entreprise qui crée un logiciel pour travailler les maths en classe de primaire avec une pédagogie différenciée, Mathena. Et donc, on se développe sur plusieurs territoires. Donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut faire partie des consortiums qui sont sur différents territoires où on agit, sachant qu'on ne serait pas forcément l'entité leader du consortium, mais qu'on viendrait soutenir des écoles locales et qui travaillent avec d'autres entités locales. Alors, je vais peut-être prendre la question parce qu'elle est vraiment de l'ordre elle concerne le périmètre finalement de cet appel à manifestation d'intérêt. Dans ce que vous présentez, ce que j'entends en premier lieu, c'est que c'est un logiciel qui va venir impacter la pratique pédagogique en première intention. La question que je voudrais vous poser, c'est dans quelle mesure votre association en tant que brique du projet, puisqu'en fait, c'est un peu ça que vous dites, viendrait... comment vous faites la démonstration que votre association vient à une candidature, vient impacter la forme scolaire et non pas seulement la pratique pédagogique? Je pense que c'est là où il y a quelque chose qui n'est pas encore très très clair pour moi. C'est que j'ai bien compris que cet appel à projet ne concernait pas directement la pratique scolaire en classe, mais que ça pouvait concerner aussi des questions d'ameublement. J'ai vu des exemples
Donc, et aussi d'outils pédagogiques qui peuvent permettre parfois de faire le lien avec la maison ou qui peuvent faire le lien entre l'école primaire et le second degré, par exemple. Et donc, du coup, je me demandais si là, nous, ce qui pouvait vous intéresser dans le cadre de notre outil, c'était le fait qu'on puisse créer du lien avec la maison ou avec le second degré, ou c'était le fait que la manière dont les enseignants vont travailler va être différente, puisqu'ils vont beaucoup plus travailler en petits ateliers, comme ça se fait un peu en maternelle, ou qu'ils vont travailler avec une pédagogie dite différenciée. Vous, c'est quel aspect de la pédagogie différenciée, si je comprends bien, c'est pas ça forcément qui vous intéresse en fait, c'est plutôt évidemment que la personnalisation. Je veux dire dans le cadre de l'appel. Oui, non, mais je comprends, je réagis simplement un peu comme ça, mais je comprends votre question. Tout dépend finalement de l'angle et de la focale qui est choisie dans la structuration du projet. Je vois très bien comment effectivement un projet qui viendrait travailler la continuité du lien école-famille, enfin peut-être comment est-ce que ça pourrait être utile, mais est-ce que là, vous positionnez juste sur le travail des apprentissages ou est-ce que ça va au-delà de ça? Enfin, j'imagine, enfin, pourquoi pas? Je ne peux pas vous dire, ah ben non, c'est pas intéressant en première intention, c'est vraiment pas ce que je pourrais vous répondre et puis ça n'a aucun sens de répondre ça. Simplement, juste vous alerter sur le fait que ça doit, enfin voilà, on doit voir quand même clairement dans quelle mesure ça va faire bouger quelque chose au-delà simplement de la pratique d'un enseignant, mais d'une manière plus systémique, et en quoi ça vient. Alors, ça peut être une façon d'outiller une ambition plus large. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi pas, mais c'est à réfléchir vraiment avec les acteurs locaux et ça peut, enfin, voilà, c'est voir comment ça peut se mettre ça peut être une façon de venir soutenir une démarche plus large qui serait dans un cadre où la coopération entre enseignants au service de tel ou tel objectif stratégique mentionné, comment votre proposition vient permettre d'outiller, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai une petite réserve sur le fait que ça soit présenté comme... ça soit perçu ou présenté d'abord comme une façon de faire évoluer une pratique. Parce que, comme je l'ai dit là, enfin, c'est vraiment la limite entre les... Parce que, en plus, vous êtes sur les maths, hein, c'est ça? C'est ça. Et les maths, du coup, ça fait partie... Enfin, c'est un des thèmes les plus en vue du moment dans les médias. Mais je veux dire, il y a déjà un plan maths, le plan de formation maths qui est mis en place par les académies depuis 5 ans. Il y a pas mal d'ambitions qui sont portées au niveau des académies où on travaille sur ça, aussi bien pour former les profs que pour augmenter les résultats des élèves. Donc, je me demandais dans quelle mesure l'objectif qui est modalité d'organisation scolaire qui garantisse de meilleurs résultats d'apprentissage, on rentre dedans, si évidemment on travaille avec les académies, etc. Vous rentrez plus directement dans les actions en lien avec le plan science, clairement. Enfin, je veux dire, ça, on voit bien que c'est là, je pense que ça peut être très utile d'être connecté aux circonscriptions, d'être entré en lien avec les circonscriptions et d'être associé à l'offre de formation qui va venir mettre en œuvre, enfin qui continue de mettre en œuvre ce plan maths. Mais enfin, vous pouvez tout, enfin voilà, je ne sais pas quelles sont vos pistes, etc. Enfin, on ne va pas faire toute la webinaire là-dessus. Mais voilà, enfin, juste garder à l'esprit qu'il faut vraiment que ça vienne faire la démonstration du lien fort avec la forme scolaire et non pas simplement la pratique pédagogique. Et juste un petit rajout sur la partie un peu éligibilité. Votre question portait aussi sur ce qui peut intéresser aussi d'autres candidats et les autres questions qui arrivent, sur le fait d'être membre de plusieurs consortiums sur plusieurs territoires si vous n'êtes pas porteur. C'est-à-dire que dans le cas où vous n'êtes pas porteur de projet et vous êtes membre d'un consortium, vous pouvez tout à fait faire partie de plusieurs consortiums, c'est-à-dire sur plusieurs territoires en tant que vous n'êtes pas porteur, vous, justement, pour que le porteur de projet puisse répondre à l'intégralité des thématiques qui sont attendues et vous êtes juste membre d'un consortium. Vous pouvez le faire et vous pouvez après être lauréat du coup dans plusieurs, si le porteur de projet et plusieurs porteurs de projet sont lauréats, vous pouvez aussi être lauréat. Par contre, il y aura une analyse des aides d'État qui est menée par la Caisse. C'est-à-dire que comme vous êtes une entreprise, une association, donc une entreprise dans votre cas, il y a des montants maximum de subventions qui peuvent être versés
à une entreprise. Et dans ces cas-là, évidemment, on vérifie si vous n'atteignez pas ces plafonds-là, si vous êtes voilà, membre de plusieurs consortiums et donc vous touchez de l'argent du PIA via plusieurs canaux. Voilà, juste pour préciser sur la partie juridique. Et je pense qu'ensuite, on peut passer au moment suivant. Donc, il y avait Noémie, je crois, qui levait la main. Alors, on vous voit, mais on ne vous entend pas encore. Votre micro est activé, Noémie. Vous nous entendez? Ah. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Je vous propose soit de mettre la question dans le chat, soit de passer. On va passer à la question suivante, du coup, pour plus de fluidité. Caroline Pincast, Unicité. Oui, bonjour, merci. Donc, Unicité, association Unicité. On se posait la question de la chance de présenter l'essaimage d'un de nos programmes de service civique alterné qui lutte contre le décrochage scolaire. Donc, ma question, j'en ai deux. La première, c'est est-ce qu'un programme donc, qui existe depuis quelques temps, mais qui a fait ses preuves, mais qui aurait besoin d'un essaimage plus large, peut être pertinent dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire? Et la deuxième question, c'est est-ce que l'éducation nationale et les établissements scolaires seront incités à accueillir largement les lauréats de cette année? Alors, je vais prendre juste une petite partie de la question et après, Cécile, évidemment, je te laisserai compléter. Peut-être vous préciser quand même, donc on ne va pas nous se prononcer sur la pertinence ou des projets en tant que tels ou la sélection, puisque c'est aux membres du jury de le faire. Par contre, vous dire quand même que l'AMI n'est pas là pour financer des activités courantes de ce qui se fait déjà. C'est-à-dire que c'est intéressant, évidemment, avoir l'activité d'unicité pour le décrochage scolaire. Après, voilà, il faut, ce que disait Cécile tout à l'heure, il faut vraiment qu'il y ait déjà une preuve d'innovation par rapport à ce que vous faites déjà, et qu'il y ait aussi du lien avec les acteurs locaux, qu'il y ait un lien avec la forme scolaire dans sa globalité et non pas uniquement sur la partie soit pédagogique, soit lutte contre le décrochage, etc. Enfin, qu'il y ait un écosystème un peu englobant. Alors, je sais que c'est des termes un peu larges, mais si vous voulez, si on a une entreprise ou une association qui arrive et qui nous dit bon, bah, je fais ça, je postule à l'AMI, financer une partie de ce que je fais déjà, ça ne rentre pas dans le cadre de l'AMI, c'est pas le but. Dans ce cas-là, il y a d'autres subventions qui existent de manière très fléchée. Là, on est sur quelque chose de plus large, plus ambitieux, plus innovant. Juste pour préciser ce qui a déjà été dit à d'autres webinaires, mais on n'est vraiment pas dans le financement d'affaires courantes et d'activités courantes. On est dans du financement d'une innovation qui n'est pas encore en place sur les territoires. Et évidemment, Cécile. Oui, non, mais pas grand-chose à ajouter. Je pense que ta réponse est déjà complète, mais quand même pour dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas explorer les manières de trouver des acteurs qui permettraient, avec cette proposition, d'avoir une démarche innovante, qui n'aurait pas, voilà, parce que l'essaimage est aussi un élément, même si évidemment, il ne faut pas que, évidemment, c'est la question de faire financer quelque chose qui est déjà existant et qui ne changerait pas grand-chose. Dans quelle mesure votre proposition, dans un cadre en lien avec des acteurs que vous n'auriez pas aujourd'hui, avec des modalités différentes, présente un caractère innovant par rapport à ce que vous faites déjà? Vous avez une deuxième question? Oui, la deuxième partie, merci beaucoup. La deuxième partie de la question, c'était est-ce que les établissements scolaires seront invités à accueillir plus largement les solutions qui ont été sélectionnées par cette AMI? En fait, la réponse, pour moi, elle est assez évidemment oui, parce qu'en réalité, les établissements scolaires sont vraiment partie prenante de la constitution de ces candidatures. Et ce serait quand même un tout petit peu contre-productif au final que ça ne soit pas implémenté de manière voilà, dans l'établissement. Et au contraire, il faut vraiment que ça vienne aussi. C'est ça aussi l'enjeu aussi de ces candidatures, c'est que d'arriver à bien être proche du terrain et qu'on voit en effet et une appropriation par les enseignants et que ça soit mis en œuvre dans les établissements et ne soit pas non seulement des propositions nationales un petit peu décorrélées qui sont un peu sur étagère. Vous voyez ? Peut-être, oui, je pense qu'il y avait des questions dans le chat donc de Noémie qui n'a pas réussi tout à l'heure à allumer son micro.
Alors, j'espère, Caroline Piquet, qu'on a bien répondu à vos questions. Oui, merci. Pas de souci. Du coup, sur la question, je pense que, je ne sais pas si tu la vois, Cécile, je pense que c'est une question qu'on va lire à l'oral qui est plus de ton côté. Donc, comment les équipes enseignantes vont pouvoir dégager du temps à la fois pour se former et aussi pour travailler avec les chercheurs, sachant que la formation des enseignants du premier degré est déjà très contingentée par les formations en mathématiques, en français, etc. Alors, ce projet est une expérimentation qui s'inscrit dans un cadre, pour le coup, là, dérogatoire, et qui bénéficie des conditions dérogatoires de la loi du 26 juillet 2019 pour un code à la confiance, et qui permet de déroger sur un certain nombre de points au cadre réglementaire, dont peut-être le temps, enfin les modalités d'enseignement, ça peut déroger à l'emploi du temps, et on peut envisager des modifications sur les services. Après, il faut voir comment c'est financé, enfin c'est tout ça, mais rien n'est impossible en réalité. Et évidemment que si c'est aussi l'intérêt de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire que ça va devenir une expérimentation qui permet des dérogations au cadre réglementaire dans une certaine mesure, et qui pourra permettre peut-être de dégager aussi du temps. Parce qu'évidemment, il faut du temps pour la coopération entre les enseignants. Voilà pour cette question. Alexandra, on ne t'entend pas, il y a le micro coupé, je crois. Pardon, merci beaucoup. Merci Cécile. Je poursuis juste rapidement sur les questions dans le chat. Noémie avait enchaîné sur une deuxième question qui était: comment l'information a-t-elle été diffusée au sein de l'éducation nationale? Les diffuser via les académies, via les recteurs. Évidemment, l'information a été est faite en direction du directeur. Elle va être renouvelée. J'attire votre attention sur le fait que le sujet de l'innovation pédagogique est un sujet que vous avez probablement repéré dans l'actualité, avec une généralisation des projets des écoles innovantes, et que finalement l'AMI Innovation Forme Scolaire va être fortement portée aussi dans les académies dès la rentrée de septembre. Parfait. On va peut-être passer aux questions, aux personnes qui lèvent la main. Je vois que Sabrina Cagliaros avait une question. Oui, merci. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Moi, j'avais en fait une sollicitation et une question. La sollicitation serait, si c'était possible au plus haut niveau, de solliciter les collectivités, notamment régions, parce que les départements, en tout cas côté Occitanie, on a les Pyrénées-Orientales qui sont intéressées, et on aurait besoin que la région Occitanie nous accompagne. Si c'était le cas, à savoir si elle nous accompagnait, sa question est: est-ce qu'on peut avoir, à la hauteur de l'engagement financier que vous évoquiez, à savoir 2 millions d'euros, un consortium qui serait sur 2 entreprises différentes et donc 2 projets différents? Un projet notamment qui me semble tout à fait innovant dans la mesure où il a trait aux filières nouvelles filières du lycée sur les métiers du sport, et donc avoir une entreprise associée du numérique, mais pas à hauteur des 2 millions d'euros, puisque, comme vous le savez, on n'a que quelques lycées qui sont intéressés, et en tout cas qui présentent cette filière-là. Pour l'instant, on en a 8. Je pense qu'on en aura davantage, mais au fil des 5 années du projet. Donc, ce serait quelque chose qui serait appelé à être scalable sur l'ensemble des lycées, peut-être à terme, ou en tout cas une grosse partie d'entre eux. Donc, est-ce qu'on peut avoir 2 consortiums, un sur la filière en question et un autre avec une autre entreprise, certainement 2 d'ailleurs, et qui serait sur la forme scolaire, mais pas sur la filière des métiers du sport? Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous ai dit. Oui. Oui, c'est très clair. Bonjour Sabrina. Cécile, je ne sais pas si tu voulais prendre la suite ou si je réponds comme tu veux. Non, je préfère que tu répondes sur ce premier point. Peut-être j'ajouterai en fonction de ta réponse. Ça marche. Du coup, donc il y a une règle importante, c'est qu'un porteur de projet ne peut pas déposer 2 projets. C'est-à-dire que si c'est le même porteur, si c'est l'académie ou la région, ça ne peut pas être le même porteur. Par contre, comme évidemment il y a plusieurs projets par territoire et qu'on ne va pas empêcher de plusieurs territoires d'avoir des idées, puisqu'il y en a beaucoup, on pourrait avoir par exemple l'académie qui porte un des projets et la région ou une collectivité qui porte l'autre projet.
Et dans ces cas-là, à chaque fois, il y a un membre du consortium qui est différent. Ça, en tout cas, dans nos critères juridiques et dans la façon dont est construit l'AMI, c'est tout à fait possible. Après, évidemment, ce sera au jury d'affiner, de sélectionner, de voir si c'est pertinent d'avoir ces deux projets-là en cohérence, et puis aussi de voir en fonction si c'est exactement les mêmes consortiums. Voilà, on sera pas non plus. Le but, c'est pas non plus qu'on ait 2 fois exactement les mêmes et que ce soit juste un jeu de portage. Le but, c'est aussi qu'il y ait des projets qui soient portés un peu de manière différente, qui montrent un peu quelque chose de différent. Mais après, dans les faits, vous avez tout à fait le droit d'avoir 2 porteurs distincts qui portent des projets sur un même territoire. Cécile, je ne sais pas si tu voulais arrêter. Non, juste, il y a une petite formulation, Sabrina, sur laquelle je voudrais revenir. Le fait de mentionner qu'il y a un consortium sur la filière pro et un autre sur la forme scolaire, mais le premier, il est bien sur la forme scolaire aussi. Enfin, on est d'accord, c'est pas l'un sur l'orientation et le développement de compétences métiers et l'autre sur la forme scolaire, d'accord, ok. Oui, je me suis mal exprimée. C'est toujours sur l'innovation, la forme scolaire, mais pas sur comment dire, il y en a un qui sera sur le physique, évidemment, puisqu'il s'agit des métiers du sport, et l'autre sur des compétences d'un autre type. Donc, on aurait 2 entrées, un AMI sur la forme scolaire au sens strict, à savoir l'espace en tant que tel, et l'autre AMI qui serait sur la forme scolaire, mais en mobilité, bien évidemment, puisqu'on est sur les métiers du sport et du corps. Donc, on a 2 entrées différentes, mais toujours pour accompagner les élèves dans leur parcours. Ok, donc l'angle prioritaire, enfin l'entrée dans cette candidature, ce serait accompagnement du parcours de l'élève. Tout à fait, et sur des modalités différentes. Voilà. D'accord. Sur l'apprentissage et la connaissance et les connaissances d'un côté, avec du numérique qui sert de levier à ces apprentissages-là, et qui entraîne la coopération entre les enseignants et entre les enseignants et les élèves entre eux. Ça, c'est pour un premier projet. Et le second projet, c'est sur la performance, comment la mesurer, comment la maîtriser, comment l'améliorer dans la filière des métiers du sport. Et donc là, c'est du numérique embarqué sur le corps, quoi, finalement. Ouais, le deuxième me semble moins ajusté au périmètre, mais bon, je ne sais pas, ou peut-être un peu spécifique. Bon, il faudrait qu'on en reparle. Ouais, d'où ma question. C'est vrai que c'est très spécifique parce que cette filière est nouvelle. Les spécialistes du sport comme l'INSEP ont totalement intégré le fait qu'il faut du numérique pour aider à l'acquisition des compétences physiques. Et nous, on n'a pas encore fait ce pas, semble-t-il, côté SCO. On pourrait peut-être en reparler ensemble bien sûr, dans un cadre. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ok. Alors, merci beaucoup Sabrina. Je vais passer la parole à Mathieu Bellet. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Mathieu Bellet, donc du FREN, Réseau National d'Éducation à l'Environnement. Nous, on est en train de travailler sur un projet à propos de la classe dehors, le fait de pratiquer régulièrement classe en proximité de l'établissement scolaire. On a déjà actuellement une recherche-action participative qui arrive en bout de cycle avec 60 classes qui ont été suivies par des enseignants-chercheurs et des pédagogues-chercheurs. Et du coup, notre idée, c'est de poursuivre et d'essaimer et de multiplier les expérimentations sur cette thématique qui, selon nous, touche bien à la forme scolaire. Les questions qu'on avait sur cela, c'est que déjà, nous, on est sur des territoires multiples, sur plusieurs académies, à différents endroits en France. C'était peut-être une première spécificité. On se posait aussi la question de la possibilité de travailler avec l'enseignement agricole. Est-ce que ça fait partie des possibilités? Et puis, nous, là aujourd'hui, on se rend compte qu'on a beaucoup d'expérimentation en maternelle et en élémentaire un peu moins, mais un peu. Et donc, du coup, nous, on voudrait élargir vers le secondaire dans ces expérimentations de classe dehors et d'aller vers le collège en particulier. Voilà. Et puis la place de la recherche aussi, on a déjà 5 chercheurs qui sont dans le consortium. De bien spécifier que la recherche fait bien faire partie du projet, tel qu'on l'a vu nous. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Et votre question est sur la pertinence de la démarche d'une candidature? Alors,
globalement, oui. Et puis à savoir si, si c'est possible de travailler avec l'enseignement agricole. C'est une vraie question. Oui, ça, tout à fait. Oui, oui, il est possible effectivement de travailler avec l'enseignement agricole. Il n'y a pas de, au contraire, pas de difficulté pour cela. Votre question rejoint un petit peu celle qui a été posée tout à l'heure et pose la question de l'essaimage d'un dispositif existant et dans quelle mesure votre candidature apporte un élément, se met en relation avec d'autres acteurs de manière différente de ce qui existe déjà, mais évidemment, les classes, d'ailleurs, on les avait, je me demande si on ne les avait pas mentionnées, ces initiatives dans le cahier des charges. Là, j'ai un doute tout de suite, mais évidemment, la classe du dehors est en lien tout à fait étroit avec la réflexion, l'axe stratégique 1 sur l'enseignement et les espaces, enfin les espaces et les temps, en particulier les espaces. Un peu même réponse que tout à l'heure, ne pas simplement se contenter, entre guillemets, hein, bien sûr, parce que je sais que les programmes sont très intéressants, je connais un peu ce qui est fait dans les expérimentations, mais de simplement chercher à diffuser plus largement quelque chose, mais justement pousser encore la réflexion un peu plus loin, en particulier dans la manière dont vous accordez avec les acteurs et qu'est-ce que vous pourriez faire finalement pousser. Alors j'entends que le collège est une façon aussi différente. Enfin, là pour le coup, si vous allez vers une proposition d'association avec le collège, ben voilà, qu'est-ce que je pense que ça va faire bouger un peu des choses par rapport à ce que vous faites déjà et bien explorer tout ce que ça pourrait avoir comme incidence et effet positif sur tous les axes mentionnés dans l'AMI. D'accord. Et le fait de travailler sur plusieurs régions, c'est tout à fait possible. Là, je laisse la réponse à Juliette. Oui, tout à fait. Il y a pas de. Je voyais aussi des questions dans le chat sur le périmètre un peu géographique, le cadrage, etc. Il n'y a pas de limite sur ça. C'est-à-dire que. Hop, pardon, je vais couper le micro. Hop, il y a personne qui vient d'arriver. Il n'y a pas de souci sur le périmètre. Ça peut être soit un territoire très précis avec un élargissement, soit juste un territoire précis, une ville, un département. Ça reste tout le long avec plus d'activités, tout le long du projet sur les 5 ans. Soit c'est directement sur plusieurs académies, etc. Il n'y a vraiment pas de règle sur cette partie géographique. La seule chose, c'est d'avoir un porteur de projet qui répondent bien aux critères juridiques, donc il soit bien une collectivité ou une académie ou une association, une entreprise, etc. Ça, c'est une première chose. Et d'avoir au moins un établissement scolaire. On pose souvent la question, donc je le répète pour tout le monde, au moins un établissement scolaire dès le début intégré au projet. C'est-à-dire que ça veut dire quoi un établissement scolaire? Ça veut dire qu'on sait que le projet peut être lancé sur au moins un établissement. Alors évidemment, c'est à minima, parce que vu le montant de subvention de 2 millions d'euros, voilà, un établissement, ça dépend de la taille, mais voilà, il faut quand même qu'il y ait une ambition un peu d'élargissement. Mais la règle, et qu'on a voulu globalement assez légère, hein, c'est au moins un établissement et un de projet qui répond aux critères. Après, le reste, sur le périmètre géographique, vous faites comme bon vous semble. Très bien. On va passer la parole à Bruno Benazek. Vous leviez la main. Hop. Oui, bonjour. J'ai rebranché la caméra et le micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour. Donc, bonjour. Donc, je suis le directeur académique du département de la Haute-Corse. On a un projet local avec la ville de Bastia qui est en train de rénover complètement un bâtiment scolaire sur plusieurs étages qui sera livré à la rentrée 2023. Dans ce projet, on aurait donc on aurait une reconstruction de plusieurs secteurs scolaires avec de la mixité sociale. Et donc, on impliquerait 3 écoles au départ, une école maternelle et 2 écoles élémentaires, avec une identité qu'on souhaiterait donner relativement forte au projet autour de l'amélioration des apprentissages sur le domaine scientifique, mathématique et numérique. Dans cette reconstruction de l'école réaménagement intérieur, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y aurait un réaménagement des salles de classe sur lequel on a commencé à réfléchir avec Canopé en lien avec Archiclass. Voilà. Et puis, il y aurait un dernier étage avec un plateau technique qui pourrait être mutualisé pour à la fois les écoles impliquées dans le projet, mais aussi les autres écoles de la commune qui pourraient après tirer bénéfice de ces infrastructures. Donc la première question, c'est est-ce que la livraison de l'ensemble est pour la rentrée 2023?
Donc, on serait sur un projet de préparation sur l'année scolaire 2022-2023 avec les équipes pédagogiques en partenariat avec Canopé, l'INSPE et puis un engagement de la DSDEN. Peut-être des partenaires locaux, des associations qui sont dans la médiation numérique, qui ont l'habitude de travailler dans les QPV. Voilà, on est en train de réfléchir à voir comment l'université pourrait nous accompagner. Donc, est-ce que ce projet-là, en tout cas, décrit de manière sommaire, peut rentrer a priori dans le cadre sur les deux thématiques, ça serait celle des apprentissages, améliorer les apprentissages sur les champs scientifiques, mathématiques et numériques. Et puis l'autre, c'est la coopération des enseignants avec des partenaires dans une logique de travail collaboratif et puis de lien peut-être avec les formateurs de l'INSPE ou des personnels de l'université. Donc, avec deux temps, un temps préparatoire 2022-2023 et puis une mise en œuvre plus opérationnelle à la rentrée 2023, puisque les locaux étant livrés, on aurait une deuxième, je dirais, impulsion dans les nouveaux locaux. Voilà, ma première question, c'était celle-là. Est-ce que ça vous paraît possible ? Oui, alors je vais répondre, commencer la réponse, vous compléterez comme nécessaire, hein, bien sûr, Juliette et Alexandra. Oui, bien évidemment, c'est un projet qui s'inscrit totalement dans le cadre de l'AMI Innovation Forme Scolaire, hein, en particulier parce que là, il ne s'agit pas, vous l'avez bien précisé, de financer la rénovation de ce bâti, hein, qui est déjà pris en charge par ailleurs, mais bien de penser la manière dont on va investir le lieu au profit d'interaction et d'apprentissage amélioré. Donc, on est complètement dans le périmètre de cette AMI Innovation Forme Scolaire. Je voudrais simplement souligner un élément, c'est que vous avez mentionné que l'objectif, c'était évidemment l'amélioration sciences, maths et numérique. Peut-être que la candidature n'entre pas directement par cette mise en exergue de l'amélioration des fondamentaux, bien que ce soit évidemment les objectifs à terme, mais plutôt autour de l'accompagnement du parcours de l'élève et de sa réussite, et en s'appuyant bien sûr sur des fondamentaux qui sont consolidés. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'en fait, c'est simplement aussi une façon de présenter la candidature de sorte que, pour en revenir à la question qui avait été posée tout à l'heure sur l'outil permettant d'améliorer les compétences en mathématiques, on n'est pas directement là-dessus. On est bien sur une réflexion large de accompagnement du parcours de l'élève, réussite, voilà, et évidemment derrière ça, consolidation des fondamentaux, mais c'est tout à fait cela. Et il me semble que là, en fait, vous pouvez travailler les trois axes à travers un projet tel que celui-ci, bien sûr, puisqu'on a une réflexion sur l'aménagement qui va permettre de déployer des coopérations différentes, qui va permettre aussi peut-être d'accueillir des espaces pour la relation famille-école. Enfin, je pense que là, on a tous les ingrédients pour une candidature tout à fait étoffée. D'accord, très bien. Et ma deuxième question, du coup, c'était est-ce qu'on peut avoir des échanges avec certains d'entre vous? Absolument, oui. Pour mieux finaliser ou formaliser, et puis pour structurer finalement notre projet de manière à ce qu'il soit le plus pertinent possible, et puis prendre des retours, par exemple, sur des éléments qui pourraient nous manquer, tels que vous venez de l'évoquer à l'instant. Oui, alors le ministère est mobilisé avec une task force qui a qui a des membres experts, et je suis le point d'entrée pour le ministère, donc vous pouvez vous adresser à moi, et puis ensuite on peut voir. Alors évidemment, dans la mesure, nous ne sommes pas là pour faire en sorte, pour orienter, on va vous donner des éléments Bien sûr. Larges, mais ça permet aussi dans l'échange pour vous peut-être d'avoir quelques pistes pour ajuster ou envisager peut-être quelque chose qui n'aurait pas été envisagé. Après, c'est évidemment le jury qui est souverain, et le ministère ne fait pas partie du jury. Voilà. Dernière question qui nourrit nos échanges avec la ville de Bastia, c'est la question financière. Sur un projet comme celui-là, on peut avoir aussi bien la DSDEN de Haute-Corse que la ville de Bastia qui peuvent être l'une ou l'autre porteur. Est-ce que les deux peuvent l'être, ou est-ce que c'est forcément un des deux qui est porteur? Alors sur ça, normalement, je vous fais une réponse. Voilà, la réponse standard, c'est normalement il faut un porteur de projet, c'est-à-dire que la porteur de projet, voilà. Après, dans un cas, en fait, ce qui est compliqué, c'est que même si vous êtes deux porteurs de projet,
et qu'après on fait une convention, donc si vous êtes lauréat entre la Caisse des dépôts, la ville et la DSDN, il va bien falloir que nous, on fasse un seul virement, côté caisse, si vous êtes lauréat encore une fois, à un porteur. Voilà, donc dans tous les cas, même si dans les faits, vous pouvez dire c'est coporté dans un consortium où les parties prenantes sont à égalité, si je puis dire, il y en a quand même un qui va recevoir, on ne fera pas de virement, donc il y a quand même un qui va recevoir les fonds et qui va après les reverser à la ville et puis à d'autres partenaires. Donc c'est celui qui va recevoir les fonds, qui va en être responsable après évidemment du reversement et du suivi, qui sera le porteur juridique pour nous, côté caisse. D'accord. Ça, voilà. Après, de façon opérationnelle dans la gouvernance, ça peut très bien être coporté, mais de façon juridique, il n'y a normalement qu'un porteur puisqu'il n'y a qu'un virement. Très bien, merci. Et je rebondis aussi juste sur votre première question, Monsieur Benazet, concernant, concernant le bâtiment scolaire. Je rappelle très rapidement que l'AMI n'a vraiment pas vocation à financer des projets de bâti scolaire et il faut faire vraiment attention à ça. J'ai bien compris que vous, il allait être livré, il était déjà en phase de construction, mais pour tous les autres candidats potentiels, cette AMI n'a vraiment pas pour but de faire ça. Dans les dépenses éligibles, vous n'allez pas pouvoir mettre la construction d'un nouveau collège, ce ne sera pas possible. Donc, je lève juste ce point d'attention pour de potentiels porteurs. Merci, mais on avait bien compris, enfin moi je l'avais bien compris ainsi. Merci. Merci à vous. Et on a une question de Florence Bourdeau. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous me voyez. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Bon, bah super. Ouais, la vidéo n'est pas prise en charge. Alors, question, nous, on a un projet qui est sorti, qui s'appelle NILS, enfin, la boîte s'appelle NILS, mais le projet, c'est une application pour les lycéens et étudiants. En fait, c'est pour casser les murs entre eux. On l'a co-construit avec des lycéens et des étudiants. Ça permet, c'est un peu comme un LinkedIn des études, chacun met son parcours. Et ça permet aux lycéens de s'inspirer du parcours de leur père au-dessus. En fait, le sujet, c'est que là, aujourd'hui, c'est sans les établissements, d'accord? Ils sont vraiment entre eux. Demain, l'idée, c'est de casser ces murs, mais avec le collège. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, de découvrir qu'ils aient un temps de classe. Alors, je ne sais pas si tous les lycées ont des ordinateurs. Ils ont tous un ordi ou pas? Pas encore? Ça dépend des régions. En général, les régions équipent. D'accord, bon, peut-être que là, il y aura justement un coup là-dessus. Mais c'est que là, finalement, les collégiens, on les met déjà un peu dedans, mais comme ils sont entre pairs, ils sont beaucoup plus engagés que si c'est un établissement. Par contre, là, ça serait pris en charge par l'établissement, qui puisse regarder le parcours des autres, voir ce qui se passe comme métier et peut-être leur donner un peu, casser cette idée qu'ils ont de l'informatique, parce qu'en fait, c'est des métiers sous tension. Enfin, il y a un certain nombre de métiers sous tension où on se dit, c'est dommage, en fait, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, en fait, on est entre deux. C'est que nous, on a fait un projet, mais là, on développerait autre chose, toujours en tapant sur la même base de données. Mais par contre, là, ça serait le collège qui prendrait la chose en main. Ils auraient un temps classe et on développerait quelque chose qui serait pour eux, pour un ordinateur, ils pourraient regarder les métiers, les parcours des autres et des jeunes qui sont, voilà, peut-être des anciens de leur lycée, peut-être de voir les études qu'ils ont fait, pouvoir commencer à un début de se projeter, en fait. Oui, un mot rapide parce qu'on arrive au terme de ce... Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable ou pas du tout? Qui s'enchaîne, donc je vais vous faire assez rapide. Mais alors d'abord, pour moi, là, on est positionné sur l'axe de l'accompagnement du parcours de l'élève. Oui. Je pense que ce serait une proposition à penser avec des acteurs majeurs de l'éducation, de l'orientation. Je pense à l'ONICEF, bien sûr, ou à d'autres acteurs. Je pense que c'est pas une proposition c'est une contribution, je ferai un peu la même réponse que pour tout ce qui est de l'ordre de l'application de l'outil qui va permettre à son intérêt bien évidemment, dans la mesure où il vient permettre d'outiller une démarche plus large dans l'établissement ou avec des acteurs de l'orientation qui permettent d'embarquer votre proposition et puis de la rendre aussi possible. Ça peut pas, de mon point de vue, c'est pas une proposition qui serait unique, mais qui serait vraiment associée à d'autres acteurs et qui vient outiller finalement une organisation ou un projet de l'accompagnement du travail sur l'orientation
Ouais. Penser à une échelle départementale, académique, enfin voilà. D'accord, donc ça c'est envisageable si on a derrière une coopération avec le lycée. Oui, absolument. D'accord, ok. Merci beaucoup. De rien. Merci Cécile. Alors, est-ce qu'il nous reste des questions? Mais moi, il ne me reste pas de temps. Oui, pas de souci. Évidemment, on va vous libérer Cécile, et puis nous, on peut rester s'il reste des questions. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir pu aiguiller nos potentiels candidats. Je pense que c'était extrêmement instructif. Après, pour la dernière question, je pense qu'elle est quand même importante sur l'histoire du bâti scolaire. Un demi-temps pour... Alors, bonjour, je rebondis sur l'exclusion des travaux bâtis du périmètre de l'AMI. Pouvez-vous préciser un peu plus? Je prends un exemple dans l'hypothèse de la réalisation d'un espace extérieur pour expérimenter la classe dehors. L'aménagement d'un espace arboré pour l'accueillir nécessite des travaux assez lourds de décaissement et de gestion d'eau pluviale devant la cour avant végétalisation. Ces travaux peuvent-ils être éligibles? Merci de votre précision. Cécile, je vous laisse. Vous voulez. C'est Juliette. Juliette, je vous laisse. Non, pas de. Alors sur ça, effectivement, donc il y a une petite précision dans le cahier des charges. Vous avez donc les dépenses de bâti scolaire ne sont pas prises en charge. Par contre, les dépenses d'aménagement le sont. Alors on sait, la frontière est assez fine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement que les travaux assez lourds dont vous parlez sur la gestion d'eau pluviale, etc., ne sont pas pris en charge par l'AMI. Pourquoi? Parce qu'on est sur de la compétence collectivité et donc sur ces murs-là, c'est purement de la collectivité de financer ou non ce type de projet. L'AMI vient pour des projets qui viennent par-dessus et qui pourraient par exemple nécessiter, si vous devez rajouter par exemple du mobilier dans votre cour, du mobilier extérieur dans cette cour-là pour l'aménager post-travaux, ça pourrait être pris en charge par l'AMI. Mais ça vient au service du projet, c'est pas un gros chantier de refonte d'une cour avec ça c'est pas, voilà, ça sera pas pris en charge par l'AMI, c'est du bâti scolaire, c'est pas le but de financement dans ce projet-là. C'est un exemple très précis, mais j'espère que voilà pour les autres participants c'est assez clair. C'est la couche un peu supérieure d'aménagement qui est prise en charge. Par exemple, s'il y a un CDI qui doit être ouvert avec quelques aménagements, du mobilier qui doit être acheté, voilà des clôtures qui doivent être cassées, ça peut être pris en charge par l'AMI. Par contre, si vous voulez construire une dépendance pour un CDI, non, c'est pas pris en charge. Voilà. C'est un peu la limite entre travaux légers et travaux lourds. Alors, il nous reste quelques questions. Cécile, on ne va pas vous prendre plus de temps. Merci encore pour votre participation. C'était vraiment très éclairant. Merci à vous. À bientôt et bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Alors, Émile Lemans, on a de nouveau une question. Oui, effectivement. Alors, j'ai vu dans le cahier des charges qu'il fallait que les structures aient des fonds propres à faire valoir. Est-ce que les fonds propres, il faut les présenter en tant que consortium, c'est-à-dire que certaines structures qui ont plus de sous peuvent compenser le fait que d'autres aient moins de fonds propres, ou est-ce que chaque structure qui intervient dans le consortium doit avoir le même pourcentage de fonds propres par rapport à sa participation dans le projet, au financement qu'elle demande? Alors, pour vous répondre sur cette question, donc on va reprendre un peu plus clairement ce qui est attendu sur un budget. Donc, vous avez un budget global qui est attendu, qui est de 4 millions d'euros minimum, puisque c'est 2 millions d'euros apportés par la subvention, et donc vous avez un budget maximum, à 4 millions d'euros. Donc, 1 million minimum de subvention. Sur ces 4 millions-là, vous avez, alors il y a un schéma qui apparaît à l'écran, voilà, merci beaucoup Alexandra, vous avez une part d'apport en nature et une part d'apport en numéraire. Donc je pense que dans votre question, il y a peut-être une confusion entre fonds propres, apports, etc. Donc on va reprendre déjà sur le budget, l'apport en numéraire. Donc l'apport en numéraire, c'est ce que vous devez dans tous les cas apporter au projet. Et on ne parle pas de fonds propres d'une société, on parle d'un apport en plus. Donc ce n'est pas une société qui, voilà, j'ai un capital social de temps, donc c'est un apport. Non, c'est un apport en numéraire. Minimum de 600 000 euros, puisqu'on est à minimum de 20% du total du budget du projet. Cet apport-là, c'est par exemple que vous dites, voilà, on a fait un chiffre d'affaires l'année dernière, il y a une partie des résultats qu'on va mettre là-dessus. Voilà, si c'est dans le cas d'une entreprise. Si c'est donc plutôt une grosse entreprise, en tout cas une moyenne entreprise, mais ça peut être voilà, une collectivité qui décide de dire je vais flécher une partie de mon budget innovation jeunesse sur ce projet-là, et donc il y a une ligne qui est dédiée à ce projet-là sur 800 000 euros, une ou plusieurs collectivités.
Ça, c'est l'apport en numéraire. Et ensuite, on a été, comme on sait que c'est compliqué de trouver des cofinancements sur des projets qui sont en plus beaucoup portés par la partie publique et sur des sujets à fort impact comme l'éducation, on a aussi une partie, voilà, je vois la question sur les salaires évidemment, on a une question aussi d'apport en nature. Alors, qu'est-ce que c'est un apport en nature? C'est quand un membre de votre consortium ou le porteur de projet va décider de flécher une de ses ressources humaines vers le projet. Donc, s'il fait la totalité, par exemple, de quelqu'un qui travaille normalement sur autre chose, qui le flèche sur ce projet-là, on va considérer que son salaire, du coup, est mis à disposition du projet et donc compte comme un apport en nature. Donc, vous le voyez, on a été un peu plus large dans la version, on aurait pu faire moitié-moitié, on a décidé justement d'avoir un apport en numéraire qui est plus faible, hein, qui n'est pas un quart, donc il y a moins d'un quart, pour vous permettre justement de flécher, d'être un peu plus souple sur la manière dont vous pouvez flécher des RH qui restent sur le projet. Alors, évidemment, il y a le sujet un peu qui vient souvent avec cette question-là, c'est qu'est-ce qui se passe avec les fonctionnaires par rapport aux contractuels, etc. Pour vous dire, il y a deux choses, il y a ce que vous apportez au projet et ce que peut financer la subvention. Donc, ce que vous apportez au projet, vous pouvez tout à fait dire, un contractuel dans la fonction publique qui est recruté spécialement pour le projet, son salaire, il est évidemment fléché, s'il est fléché sur le projet, il peut tout à fait être considéré comme un apport en nature. Par contre, si une fois que vous êtes lauréat, vous touchez de la subvention et vous voulez en fait payer un fonctionnaire qui travaille déjà au sein de l'académie, par exemple, c'est pas possible parce qu'on peut pas avoir un double financement d'un fonctionnaire qui serait déjà payé par l'académie et qui en plus serait repayé par le PIA. Donc ça, c'est une question, ça c'est de toute façon une question juridique et une question, c'est absolument pas possible de payer de façon double un fonctionnaire. Par contre, sur un contractuel, vous pouvez dire on recrute du contractuel en plus. Je voyais beaucoup dans la FAQ achat public, hein, vous avez vu, il y a pas mal de questions-réponses sur ce sujet. Voilà, j'espère que c'est assez clair là-dessus et c'est aussi une question de logique aussi sur la façon dont on ne peut pas avoir un double paiement pour un double traitement pour une même personne. Voilà. Et donc, sur la question des fonds propres, ouais. Est-ce qu'une structure peut présenter plus de fonds propres, numéraires ou en nature, et une autre moins, ou non? Oui, tout à fait. Oui, non, ça c'est après la répartition. En gros, si vous construisez un consortium avec un porteur de projet, collectivité, académie et vous, et que la collectivité met tout l'apport en numéraire et vous rien du tout, c'est tout à fait possible. Alors, ça se voit dans d'autres PIA, il n'y a pas de sujet. Là, la question, c'est par contre, juridiquement, vous êtes tous engagés ensemble sur le projet. Et donc, en général, il y a des apports un peu partagés entre les différents porteurs, puisque ça montre aussi un engagement commun. Mais après, c'est à chaque consortium de se construire de la manière dont il souhaite. Comment pouvons-nous valoriser le travail réalisé par les fonctionnaires? Alors ça, justement, on a essayé d'y travailler, parce que normalement, c'est assez compliqué, parce qu'on considère que les fonctionnaires qui sont en poste sont déjà sur des... par contre, je vois l'écran, Alexandra. Sur le travail des fonctionnaires, on peut pas considérer que c'est un apport on peut pas considérer que c'est un apport en numéraire et donc que vous apportez via du fonctionnaire. On peut considérer que c'est de l'apport en nature. Donc vous pouvez dire ce fonctionnaire-là, par exemple, sera à 50% sur le projet, donc son salaire à 50%, c'est un apport qu'on ajoute. Petite précision là-dessus, on évite aussi, et on l'a vu, on évite aussi d'avoir des projets où on nous valorise l'intégralité de la collectivité ou de l'académie en disant tout le monde va travailler sur le projet. Voilà, le but, c'est aussi d'avoir des choses assez précises et assez réalistes sur la manière dont les fonctionnaires qui ont aussi un travail à côté et qui travaillent aussi à côté ne vont pas être entièrement au service du projet. Voilà, donc c'est pour ça que vous pouvez le valoriser, mais soyez aussi logique avec le jury qui va regarder vos projets. Et voilà, on sait très bien que les fonctionnaires travaillent aussi à côté, et ce n'est pas uniquement sur ce projet-là. Après, petite précision encore sur l'apport si vous êtes lauréat et que vous touchez la subvention PIA, vous pouvez vous servir de la subvention PIA pour payer des heures supplémentaires de fonctionnaires qui vont travailler sur le projet ou une partie du traitement en plus. Par contre, pas pour payer son salaire de base. Hein. Donc, je précise quand même par rapport à tout à l'heure, les HSE ou autres, vous pouvez donc les payer via les PIA sur des fonctionnaires. C'est une manière de valoriser aussi des gens qui sont déjà en poste et qui vont travailler en plus sur le projet. Voilà. J'espère que j'ai été claire. C'est assez complexe, donc forcément, ça prend un peu de temps, mais n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Avant de repasser aux questions aux personnes qui lèvent la main, il y avait juste une dernière question sur le chat concernant les dépenses de bâti scolaire avec la création d'un espace d'échange, formation. Donc, si je comprends bien, vous voudriez, donc ce ne serait pas la construction qui serait comprise dans le cadre de l'AMI, mais l'aménagement de cet espace. Juliette, pour moi, l'aménagement peut être évidemment compris dedans, et vous avez bien compris qu'en effet, la construction, elle ne rentrera pas dans le cadre de l'AMI.
Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez bien compris, c'est l'espace, la construction du lieu ne peut pas être pris en charge. Par contre, à l'intérieur, si vous avez voilà, du mobilier ou voilà, vous voulez aménager des clôtures, voilà, des murs roulants, ou voilà, pour que ça soit ça peut être pris en charge par l'AMI. C'est ce qu'on appelle les dépenses d'aménagement, justement. Et on avait, alors je pense, une dernière question de Florence Bordeaux, à nouveau. Oui, j'avais une dernière question, j'ai oublié de vous la poser tout à l'heure. J'ai cru voir tout à l'heure dans un chat, alors comme mon ordi s'est coupé à ce moment-là, peut-être que vous avez répondu, j'ai cru voir qu'il demandait, est-ce que l'accompagnement de la Banque des territoires est obligatoire? Alors, c'est-à-dire l'accompagnement quand vous êtes sélectionné en tant que lauréat? Non, même pour la constitution du projet, tout ça. J'avais le sentiment que c'était ça, mais est-ce vrai? Je ne sais pas. Je sais pas. Alors, quand on parle de l'accompagnement en fait, des candidats donc avant la phase de sélection, en fait, nous, ce qu'on entend par là, c'est qu'il y a des webinaires qui vous sont proposés, des webinaires en synchrone où on échange avec de potentiels porteurs afin de répondre aux questions, qu'elles soient sur l'éligibilité ou leur projet. Et après, vous avez une FAQ qui est disponible, qui là se fait en asynchrone, où en fait, vous posez votre question et nous, on revient vers vous dès qu'on a la réponse. D'accord, ok. Donc, c'était dans ce sens-là. Oui, exactement. Et après, il y a un accompagnement en fait, des lauréats lorsque le jury a sélectionné un projet et qu'ils ont été reconnus comme lauréats. En fait, on va les accompagner à plus long terme. Mais ça, ce sera un accompagnement spécifique. D'accord. J'ai une dernière petite question. En fait, suite à ce projet donc, qui est adressé aux collégiens, donc toujours dans ces structures-là, est-ce que, donc on a le projet qui est vraiment dessus, le projet est fait dessus, est-ce qu'en revanche, on pourrait envisagé qu'il y ait une information qui circule auprès des établissements du SUP? Ça peut fonctionner sans eux, mais disons que ça serait encore mieux si eux participaient je sais pas moi, imaginons, en expliquant, en filmant leurs cours, montrant ce qui se passe chez eux pour que... Mais ça, c'est pas une obligation, mais est-ce que c'est vraiment coupé aux établissements du SUP ou pas, le projet? Oui, c'est-à-dire que les établissements supérieurs peuvent être inclus au projet, mais voilà, le focus est quand même sur le scolaire. Donc, on est quand même plus. Voilà, évidemment, ça n'empêche pas que ce soit intéressant, et vous le voyez dans les thèmes et les sous-thématiques aussi du projet, le lien entre le scolaire, par exemple le lycée et l'enseignement supérieur, est évidemment un des axes aussi à creuser. Donc, évidemment, ça peut intéresser des établissements d'enseignement supérieur. Par contre, on est focus sur. Voilà, on n'attend pas d'une université qu'elle soit porteuse de projet. Et voilà, c'est pas l'objectif. Voilà. D'accord, ok, très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question, Juliette, sur les abords de l'école comme les parvis font-ils partie du périmètre de l'AMI? Alors, c'est un peu compliqué de vous répondre. J'aurais tendance à dire non de prime abord parce qu'on est quand même un peu élargi. Enfin, on est quand même un peu à côté. Et pareil, on est quand même sur pour le coup, la voirie, etc. C'est vraiment de la compétence collectivité. Après, encore une fois, si ça rentre dans le cadre d'un projet global, c'est un peu compliqué de vous répondre voilà, comme ça sans avoir regardé les dossiers, regardé le budget, etc. Si ça rentre dans le cadre d'un projet global et que ça s'explique et que voilà, il y a vraiment un lien sur le fond par rapport au projet et que c'est une dépense d'aménagement, ça pourrait être regardé. Mais voilà, de premier abord, je ne vois pas là comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à imaginer comment ça pourrait rentrer. Mais rien, mais voilà, c'est pas un nom définitif. Ça dépendra aussi du dossier et du budget proposé. Alors, tout à fait sur le document, hein, on le mettra sur les supports, on le met sur la FAQ, donc sur achat public. Ils seront postés, donc vous pourrez avoir accès et au replay et au support. Est-ce qu'il y avait une question de Monsieur Cole? Ouais. Oui, bonjour. Jérôme Cole, je travaille à la région Nouvelle-Aquitaine. Nous, on envisage de déposer un projet pour créer des tiers-lieux au sein des lycées qui servent à la fois pour les questions d'orientation et de relais d'information jeunesse, etc. C'est ouvrir un peu les espaces et créer des espaces de vie et de travail modulables en intérieur ou en extérieur. Et donc sur la région, bien sûr, avec l'éducation nationale, on travaille. Ma question, c'est qu'on envisage de faire appel à un AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, pour nous aider dans ce projet. Est-ce que ce type de dépense est éligible? Merci. Alors oui, mais à une condition, c'est-à-dire que votre projet doit déjà être sélectionné. C'est-à-dire que
les études, on va dire les prestations intellectuelles, ou voilà, ça rentre dans le budget, hein, vous l'avez dans le budget à remplir, vous l'avez. Par contre, évidemment, ce n'est pas une AMO avant, puisque vous n'êtes pas encore sûr d'être sélectionné, et donc cette AMO-là, elle rentre dans le budget, dans le cadre de la subvention PIA que vous allez toucher si vous êtes lauréat. Petite précision là-dessus, voilà, donc là, si vous lancez une AMO aujourd'hui, ça ne sera pas pris en charge, parce qu'on ne peut pas savoir si vous êtes lauréat ou pas dans quelques mois. Même si, in fine, le projet est retenu, les dépenses engagées avant pour nous aider à monter le dossier ne seront pas prises en charge. Ne seront pas prises en charge, avec une petite nuance, c'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a un délai entre le moment où vous allez poser votre dossier, le moment où votre dossier va être sélectionné, vous allez l'apprendre, et le moment où on va signer une convention de financement pour vous verser les fonds. Il y a donc évidemment un laps de temps un peu incompressible entre ces deux moments. Du coup, ce qu'on a décidé, c'est que normalement, les dépenses, elles sont éligibles à partir du moment où on signe la convention avec vous, donc le plus tard possible, hein, c'est-à-dire on est à peu près à plus, on va dire 6 mois par rapport à la date de dépôt du dossier. Pour essayer de raccourcir ce délai-là, on s'est dit, à partir du moment où votre projet est officiellement sélectionné, donc à partir du moment où vous l'apprenez, donc nous, on a une décision du Premier ministre qui justifie que votre projet est bien sélectionné, même si on n'a pas encore signé la convention, vous pouvez déjà, les dépenses éligibles peuvent déjà être prises en charge. Ce qui vous permet, si vous voulez, alors à peu près à 3 mois post, dès que vous en êtes informé, de vous dire, je lance un cahier des charges, une AMO, et ça peut être pris en charge. Voilà. On aura du mal à faire moins, puisqu'on ne peut pas prendre en charge. Dans ce cas-là, on prendrait des AMO de tout potentiel candidat, ce qui serait. Ok, merci. Est-ce qu'il nous reste? Je pense que c'est tout. Est-ce qu'il reste? Oui, vas-y Juliette. Non, je ne vois pas d'autres questions non plus. Merci à tous. On était très nombreux à ce webinaire et j'espère qu'en tout cas, il a pu répondre on espère en tout cas qu'il a pu répondre à l'ensemble de vos questions, que vous avez eu aussi un panorama des objectifs, de ce qu'on attend en termes de projet. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser. La FAQ est à votre disponibilité et à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, il y a d'autres webinaires qui ont été publiés, donc vous pouvez les regarder en replay. Celui-là sera aussi disponible en replay. Et je vous invite très très vivement à aller regarder le rapport du jury qui sera publié sur la plateforme d'ici cet été. On fera probablement aussi un webinaire d'ici avant la deuxième vague, le dépôt des dossiers, donc vous serez aussi informés de ce prochain webinaire sur la FAQ et puis sur les réseaux sociaux. Et oui, le support et le replay seront disponibles également, je vois une question. Voilà, un grand merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci à tous, bonne journée. Au revoir.